Donc, je ne vais pas vous exposer 135 questions. Je vais commencer par vous demander de vous servir de votre esprit. Hein, et vous l'avez compris ce matin, se servir de son esprit, c'est avant tout questionner, en notant sur votre petit bloc devant vous 2 questions. La première, c'est la principale question prospective que, selon vous, on doit se poser aujourd'hui en lien au développement de l'IA. Voilà. En votre âme et conscience, pour vous, quelle est la question prospective qu'il importe que nous nous posions? Et puis la deuxième question, c'est quelle est la question éthique qu'il est important, qu'il est prioritaire que l'on se pose aujourd'hui en lien au développement de l'IA. Principale question éthique que nous pose le développement actuel et à venir de l'IA. Vous avez compris la méthode. Pour faire la synthèse, je vous la fais faire. Qui veut bien nous faire part de sa question prospective? Ma question prospective, c'est quel est l'avenir de la souveraineté de la France? Dans le domaine de l'IA? Oui. D'accord. Merci. Madame? Moi, j'ai une question prospective profonde, je crois. Qu'est-ce qui va rester de nos cerveaux en lien avec l'IA dans 20 ans, 30 ans? La taille de l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens a diminué de 30% après 5 ans d'utilisation du GPS. Voilà ce qu'il va advenir de nos cerveaux, notamment. Alors moi, la question prospective qui me vient à l'issue de cette journée, c'est quelle sera notre capacité de résistance pour lever le tabou de dire quand on veut, de consentement ou pas, oui ou non pour l'IA. Oui. Pour moi, c'est tout simple, c'est comment aborder le changement de civilisation qui, comme pour toutes les technologies qui nous ont permis de progresser, va pouvoir l'utiliser pleinement. Hein, et je dis bien utiliser pleinement. Hein, et c'est là où il y a beaucoup de questions à voir. Mais il faut prendre en compte ce changement de civilisation qui est en cours. Sinon, on nage, on rase, on nage, on voit pas, on se défend, on a peur, on est... Bon, voilà. Donc, continuer à faire œuvre de civilisation dans le gaz. Ça allait un peu dans le même sens. Est-ce que c'est possible et est-ce qu'on aura le temps, de développer une alternative avec un nouveau modèle d'IA plus respectueux face à la Chine et aux États-Unis? Très bien. J'en prends encore 2 ou 3. Moi, c'est un peu de savoir comment peut fonctionner un monde avec 9 milliards d'experts demain. Quelqu'un veut partager sa question? Oui, moi c'est tout simple. J'aimerais connaître la nouvelle ontologie du vivant. Merci pour cette simplicité. Alors moi, je ne parlerai pas de civilisation, mais quand même, je parlerai de changement de modèle de société en co-construction. Donc, quel nouveau modèle de société possible en co-construction avec l'IA? Merci bien. Alors, le terme qu'a utilisé Francis de changement de civilisation a été employé plusieurs fois au cours de la journée. Et personnellement, je trouve ça très intéressant de parler de changement de civilisation. Parce que tout changement de civilisation s'accompagne d'un changement culturel. Quand on est passé des civilisations
nomades aux civilisations agricoles, on a inventé les dieux, en passant. Hein. On a inventé les temples, on a inventé... Pardon ? Oui. On a inventé les impôts, les taxes, l'administration, l'Empire romain. Hein. Et donc ça, c'était par un changement civilisationnel, mais du même coup qui était un changement culturel. Et à mon avis, ce point est peut-être à retravailler, ne serait-ce que par rapport aux questions qu'il y a eu sur le rôle de l'art. Hein, parce que l'art joue un rôle colossal dans le fait d'ébranler certaines cultures, certaines civilisations, et dans le fait d'en construire de nouvelles. Alors une fois que ceci est dit, c'est pas comme ça qu'on appuie, c'est dans l'autre sens. Moi j'ai repéré, alors bon, j'ai pris des notes tout au long de la journée, et puis j'ai rangé ça, comme d'habitude, quoi. Et j'arrive à 7 questions. 7 questions prospectives clés. La première, c'est comment éviter le devenir cybernétique de l'esprit, de la société et de notre relation au monde, et parallèlement à ça, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle l'économie libidinale. Vous imaginez dans quel moment j'ai pu repérer ce questionnement-là, et ça intègre les questions posées par la salle. Une deuxième question, c'est d'aborder l'IA sous un angle très positif. Comment l'IA peut nous aider à régler des problèmes environnementaux, économiques, éthiques, et nous aider à satisfaire nos besoins fondamentaux, pour faire écho à l'intervention de Karine. Et puis, il y a la question des usages de l'IA, qui sont manifestement, qui nous renvoient à une question extrêmement importante, finalement, comment avoir des usages frugaux de l'IA, mais également, j'ai repris un terme des Lumières, ou de l'humanisme, émancipateur de l'IA. Alors ceci au quotidien, dans le monde du travail, dans les entreprises, en matière de management, et en matière d'éducation. Ça a été abordé cet après-midi. La 4e question ne veut pas venir. Comme quoi, la technologie... Alors, il y a tout un nœud autour des effets de l'IA sur les compétences, sur les métiers, sur l'emploi, peut-être même en amont sur les besoins d'ailleurs, hein, sur les besoins, et ça va remuer, et comment peut-on s'y préparer à cela? Comment peut-on accompagner cela? Comment peut-on rassurer? Il y a 3 ans, j'ai accompagné une étude du CNFPT sur les impacts de la transition numérique sur les métiers de la fonction publique territoriale. Ça nous a permis de complètement laisser de côté le fait qu'il y aurait des métiers qui allaient disparaître. On en avait 2-3 grand maximum. C'était avant tout des effets de transformation de ces métiers, mais à une vitesse absolument prodigieuse, et une vitesse telle que certaines personnes pouvaient se retrouver déqualifiées par rapport à l'ampleur des mutations. Et puis, faut qu'on se bouge, manifestement, pour opérer ce changement civilisationnel positivement et développer avant tout nos capacités à coopérer, notre capacité à faire preuve de créativité, notre capacité à ressentir, pour renvoyer aux quelques mots qui ont été dits sur l'art, et notre capacité à faire œuvre commune, et ceci en interaction avec la machine. Derrière cette petite phrase, c'est un très gros chantier, de fait, qui s'annonce, ne serait-ce que parce qu'on est, notamment en France, mais ailleurs aussi, on est en rien des champions et de la coopération et de la créativité, et des émotions, du ressentiment un peu plus. Et puis, ça c'est un point qui m'a été inspiré par une réponse de Karine, qui m'a semblé extrêmement important comme sujet, ça n'engage que moi, mais bien sortir de représentations occidentalo-centrées
hein, et se donner les moyens de comprendre la diversité des représentations qui peuvent exister dans la perspective d'un monde vivable, viable et du même coup dans un monde en paix. Les questions éthiques, j'en ai 7 également. J'ai fait exprès, je me suis limité, hein, c'est pas le hasard. Ah, exact, merci, heureusement. Vous voyez l'intelligence collective, ça marche. Mais c'est bien avec moi devant, non? Donc je finis quand même ma phrase, il y aura aussi 7 questions éthiques. C'est arbitraire, mais c'est un chiffre magique. Le 7, hein, pardon? Magic number 7. Oui. Et vous savez pourquoi? Je l'ai lu un temps. Allez-y. Parce que la mémoire cache de l'homme a 7 compartiments. Ah. C'est-à-dire, on peut retenir d'un seul coup 7 éléments ou 7 éléments cognitifs. OK? Oui. Bien. Alors, 7... sans regarder, citez-moi les 7 questions. C'était le moment du test. Non, mais on n'a pas compris l'idée. 7 unités cognitives, ou Chomsky. C'est-à-dire, si j'ai un numéro de téléphone 07 1934 2024, ça fait 3. Parce que c'est 07, c'est au 07 ou 0. 1934, c'est l'année de naissance de ma mère. C'est une chance pour moi, mais peut-être pour vous, non. D'accord? Et donc, chacun essaye dans son travail mnémotechnique d'utiliser ces unités 7. Et c'était un article d'un psychologue américain qui s'appelait carrément The Magic Number 7. Et c'est 7 plus moins 2. C'est pour ça que sur Internet, il y a la règle de 5 doigts. Oui. Bien, merci. Au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Les questions éthiques, si possible, venant de personnes qui ne se sont pas exprimées dans un premier temps. Marc, une question éthique? La question éthique fondamentale, mais vous l'avez fort bien formulée. Elle est déjà là. Elle est là, c'est la première, évidemment. C'est comment éviter le devenir cybernétique de l'esprit. Comment éviter le devenir cybernétique de l'esprit? C'est bien formulé. Et en fait, si vous voulez, je pourrais développer, naturellement, je ne veux pas développer, mais en fait, elle contient beaucoup d'autres. Voilà. Moi, j'aimerais bien répondre à la question de la créativité, mais là, c'est trop long, là. C'est pas. Mais en fait, voilà, parce que le devenir cybernétique de l'esprit, c'est aussi, si vous voulez, la manière dont on s'adresse les uns aux autres, la manière dont l'État s'adresse à ses citoyens, la manière dont l'administration s'adresse aux citoyens, etc., dans tous ces rapports sociaux, etc. Donc, le devenir cybernétique de l'esprit, pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur. D'accord. Donc l'insulte demain, c'est pas t'es complètement fou, c'est t'es complètement cybernétique, finalement. Alors, vous avez exprimé une petite frustration par le fait de ne pas pouvoir répondre en détail. La frustration peut être de courte durée parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de construire ensemble un questionnement problématique pour conduire un chantier pluriannuel au niveau de la Société française de prospective autour de ces questions-là. Donc un groupe de travail s'est déjà mis en place autour de l'IA et notamment dans la perspective de la préparation du printemps. Mais nous, on entend bien sortir de là ce soir avec un programme de travail vers lequel nous vous inviterons, à rejoindre pour des années parce que on ne sait pas trop quoi faire, sinon changer le monde vers une trajectoire positive et durable. En tout cas, c'est notre raison d'être. Question éthique. Quel contrôle démocratique? Faudrait-il traduire intelligence par un autre mot en français pour mieux décrire ce que c'est? Très bien. Christine. Quelle place restera-t-il au discernement? Très bien. L'Ignatienne. Sommes-nous prêts à renoncer à un tout petit peu de performance pour préserver notre esprit?
Ah, c'est que ça problématise fort, là. Asservissement volontaire, idolâtrie ou liberté de conscience et d'action? Oui, Olivier, et puis après Olivier, j'en reprends encore une. Comment l'IA va grandir notre humanité et non pas la réduire? Très bien. Enfin, très bien, c'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est pas vraiment un avis, c'est plutôt un commentaire. Dans presque chacun des éléments ici, c'était prévu que l'IA existe et que ça va persister. Justement, je pose une autre question, comme d'ailleurs il y a pas mal de gens qui ont fait des simulations, des scénarios, concernant le futur de l'IA. Et il y a 3 scénarios. Une première, c'est capitalisme 2.0, que les grands titans, vont construire des systèmes et après, les autres, on sera des prolétariats. D'accord? Première. Deuxième, c'est communisme 2.0. Que l'IA va travailler et que chacun, nous, on recevra chez nous l'argent, et vous connaissez l'expérience qu'ils ont fait déjà, que c'était catastrophique. Et il y a un 3e scénario qui m'a surpris. Vous savez, c'est la révolution. Les machines ou les hommes? Alors, je vous invite à lire le chapitre du prospectiviste, de la prospectiviste chinoise qui a écrit dans le bouquin Futur, auquel Francis aussi Jutan a contribué, qui est un ouvrage sous ma direction et celle de Michel Salokos, puisque il y a vraiment la question des révolutions des machines. Voilà, c'est pour ça que je posais la question révolution des humains ou des machines. Bon, moi ma question éthique, c'est si l'IA est une technologie de l'esprit, comment créer un cadre de confiance pour la réglementation? Ça, c'est lié à l'intervention de Marc et de sa proposition de déclaration universelle de l'esprit humain. Mais je me disais que ce cadre, est-ce que en fait les territoires, puisque l'intervention de Céline a vraiment résonné énormément avec ton intervention ce matin, est-ce que les territoires pourraient être pas le réceptacle, en fait le lieu où s'élabore le cadre de ce métacadre de confiance? Donc moi c'est une question à toi et à Céline. Francis, juste, je pense que il y a une question quand même, c'est quel dessein humain? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a atteint notre sur Terre, on a de la finitude, on sait aller partout, etc. Il y a des technologies cognitives. Est-ce qu'on est en capacité de se définir des desseins humains? Ce qui ramène à des questions spirituelles. Et au passage, je n'oublie pas de dire que un bouquin de notre ami Dassault Systèmes, qui m'a conseillé hier, j'ai pas eu le temps de lire, juste de l'acheter, sur l'hypnose, sur l'hypnocratie. Et je pense que dans les... Oui, je sais. C'est pas un fake, c'est une réalisation avec de l'IA, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout un fake, c'est une vraie réalisation avec un auteur et qui dit, parce que c'est un des dangers, c'est qu'on vive en état d'hypnose et j'ai peur que cette hypnose ne soit pas humaniste mais plutôt ericksonienne, c'est-à-dire qu'elle utilise notre inconscient pour nous piloter. Donc, est-ce qu'on est en capacité à tous les niveaux de se définir des dessins, pas de faire des dessins, de se définir des dessins, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humain? Alors, Marc voulait intervenir. Je vous demande de faire... Non. Alors, une question. L'IA va-t-elle pousser l'Homo sapiens à devenir Homo Deus? Bien. Cette question éthique que j'ai repérée de mon côté... Eh bien, tout simplement, quel IA utile et éco-responsable. Il manque un terme. Tout simplement, je fais écho à l'intervention de Céline notamment. Je
Je trouve ce que nous a décrit Marc, c'était un peu ta question, Karine, mais nous pose vraiment, enfin nous met au pied du mur. Un processus de colonisation de l'esprit humain qu'il est urgent d'interrompre, en espérant que ce n'est pas trop tard, et un risque de perdre connaissance. Ce sera sans doute l'effet du gaz une nouvelle fois. Une question éthique, c'est le lien entre l'IA et la démocratie. C'est-à-dire comment l'IA peut venir soutenir la démocratie dans un contexte, je reprends l'expression, je ne sais plus de qui, mais c'était dans un échange où l'une d'entre vous disait, mais ce qui arrive là, avec l'IA, c'est aussi qu'il n'y a plus d'intermédiaire à proprement parler entre des pouvoirs très puissants et les individus. Et j'ai trouvé que ça permettait de bien problématiser la question de la démocratie. La phrase qui suit est longue, mais la pensée de qui me l'a suggéré, Karine en l'occurrence, est sans doute profonde. Alors moi, ça m'a semblé intéressant déjà de poser la question d'un commun, au sens des communs. Quel commun autre peut-on imaginer, mettre en place, qui soit autre que le digital? Quel commun autre, et donc quel cadre de normatif, de normalité, et derrière cela, quel nouveau contrat social d'intérêt collectif pourrait se mettre en place par-delà le scénario 1 d'exacerbation, en allant plutôt vers le scénario du dépassement, vers l'individuation, l'altruisme et la solidarité. Et puis, on a posé la question de la gouvernance, et il m'a semblé que l'intervention nous faisait poser la question, certes, du renouvellement de notre système de gouvernance, de ce que l'IA peut apporter de positif au renouvellement de ces systèmes de gouvernance, mais aussi du fait de se départir des approches anthropologiques que l'on peut avoir de l'IA, qui cette approche étant manifestement un de nos ennemis forts dans le combat qui est à mener. Et puis il y a la question des visions du monde, des utopies. Donc j'ai pas retenu toutes les points d'exposé de Karine sur ce point, mais en tout cas nous est posé la question d'une alternative à une utopie technolibérale et une alternative à cette utopie qui nous permet de doper notre monde de valeurs, de transcendance. Et c'est bien ça, c'est bien ce dont il s'agit quand on fait œuvre civilisationnelle, de mettre du transcendantal et du non donné. Et eh bien, il y a une question de conciliation, manifestement. Il y a une question de bon équilibre à avoir. Il y a un progrès technologique. Si ce progrès technologique ne se fait pas en interaction, en complémentarité avec un progrès humain, je ne sais pas si ce sera la bonne notion que la notion de progrès qu'il faudra utiliser demain, mais il y a la question de cette conciliation, et c'est dans ce jeu-là que peut se faire la fameuse régulation qui a été évoquée plusieurs fois aujourd'hui. Eh bien, écoutez, voilà, merci à vous. Vous l'avez compris, on va s'appuyer sur tout ça pour problématiser le travail à venir au niveau de la Société française de prospective au sein de ce groupe projet. Comme Karine n'a pas cité ce matin un autre groupe projet dont j'ai fait la proposition
dont j'ai fait la proposition au conseil d'administration qui l'a validé. Je me permets de le dire à vous tous. J'en ai déjà un peu parlé avec l'intervenant de l'Université catholique de Lille. On va mettre en place un groupe projet qui va fonctionner à la rentrée sur le thème « Éduquer dans une société à risque ». Éduquer dans une société à risque, ce sont les risques climatiques, ce sont les risques environnementaux, ce sont les risques artificiels, c'est le risque démocratique. Je pourrais largement continuer la liste. L'idée m'en est venue suite à un échange d'une directrice générale d'un mouvement d'éducation populaire que je connais depuis très longtemps et qui m'a dit « François, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on doit éduquer autrement ?» Je lui ai sorti comme ça venait. Bon, attends, aujourd'hui on éduque dans une société à risque. Elle m'a dit « Mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant ce que tu me dis là. » Et au-delà du fait que ça me semblait clair que c'était un fond de problématique, quand éduquer dans une société à risque, ça veut dire que les enfants et les jeunes ressentent eux-mêmes ces risques. C'est-à-dire qu'on éduque avec des enfants, je le fais vite, mais hyper stressés par le monde dans lequel ils vivent. Une société à risque et à opportunité. Parce que autrement, à force d'éduquer à risque, on fait arriver des risques, on ne travaille pas, on ne met pas assez d'énergie pour travailler sur des opportunités. Tu as raison. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Dans une société à risque et opportunité, voilà. En tout cas, on est là aussi sur un changement civilisationnel. On l'a évoqué plusieurs fois, cette question de l'éducation en lien à l'IA. Et donc, il y a une nouvelle culture aussi, un nouveau paradigme à mettre en place. Et a priori, il est possible, mais là j'en dis peut-être trop, que le prochain printemps de la prospective porte sur éduquer dans une société à risque et à opportunité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je pense qu'on va en rester là, peut-être parce que la journée a été vraiment riche. Vous remercier vraiment nos participants, nos intervenants surtout aussi, parce que vraiment les intervenants ont été géniaux, mais les participants aussi, parce que par ce rebond de questionnement prospectif et éthique, c'est aussi cet échange, je trouve, qui nous a fait vraiment progresser pendant cette journée. Alors, je vais être très courte, juste pour vous donner quelques dates de rendez-vous. Dire oui, en effet, que je m'excuse ce matin, j'ai oublié de parler des rendez-vous de la prospective que la Société française de prospective lance avec des rencontres tous les mois, des échanges sur les pratiques, les retours d'expérience de prospectivisme et aussi de missions en prospective. Donc ça, on va organiser ça tous les mois. L'atelier, le groupe de travail que François vient d'évoquer. J'avais oublié bien sûr la remise du rapport du groupe prospectif de l'entreprise que pilote Alain Petitjean, qui va être partagé en début du mois de juillet. Et donc on se pose la question de la suite de la réflexion sur la prospective de l'entreprise, mais c'est quasiment sûr qu'on va continuer dans ce sillon. Vous dire également que nous sommes donc, nous interviendrons le 30 et 31 octobre aux journées de l'évaluation au JFE à Rennes. Donc voilà, les Françaises, la Société française de l'évaluation. Et puis également le 13 novembre à Boulogne-Billancourt, toute une journée sur prospective territoriale au service des transitions, et on va zoomer sur le rôle des imaginaires dans l'élaboration des futurs, etc. Donc la journée s'annonce aussi passionnante. Voilà, merci encore. Rejoignez-nous. Merci à tous. Et puis on avance.